Beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Chancelière fédérale, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir à nouveau ici. En effet, il y a 2 ans, vous êtes venu parmi nous en tant que chef de l'opposition. Il y a 1 an, vous êtes venu en tant que nouvelle chancelière. Et je dois dire que ce jour-là, vous faisiez face à pas mal de scepticisme. Mais, dans un discours très engagé, vous avez, ici même, pour nos membres, pour nos amis, apporté la preuve et la conviction que sous votre mandat, l'Allemagne pourrait attaquer les problèmes et que vous le feriez, malgré les conditions très difficiles d'une grande coalition, ou peut-être devrais-je dire malgré les conditions qui ajoutent de la difficulté inhérente à une grande coalition. Et aujourd'hui, vous êtes ici, non pas en premier lieu comme chancelière fédérale. Vous allez nous parler avant tout en votre qualité de personne chargée de la présidence du G8 et de l'Union européenne. Et entre-temps, vous êtes gagné le respect. Non seulement le respect dans ce que vous avez réalisé sur le plan de la politique intérieure et sur le plan des réformes, mais aussi pour ce que vous avez fait pour prendre en main les grands problèmes de notre temps de manière réaliste et décidée, et en particulier, vous êtes maintenant au premier plan grâce à cette double présidence que vous exercez. Voilà pourquoi nous vous saluons très chaleureusement et nous attendons avec impatience ce que vous allez nous dire de l'agenda du G8 et de l'Union européenne sous votre présidence. Madame la Chancelière. Madame la Présidente de la Confédération, Monsieur le Professeur Schwab, Excellences, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup de cette invitation. La devise du forum, le déplacement de l'axe du pouvoir, je crois que cette devise fait le point exact de la situation du monde. En effet, l'économie mondiale se trouve et traverse une mutation inouïe. Ce que nous pensions tailler dans la pierre est totalement retourné. Or, il faudrait que nous sachions très clairement que ce sont 3 événements historiques au cours de 15 années qui ont été le déclencheur de cette évolution. Tout d'abord, la chute du mur et la réintégration de l'Europe centrale et de l'Est et de la Russie dans l'économie mondiale. Deuxièmement, la révolution technologique de l'information et de la communication. Pensez à une petite conséquence quotidienne. Depuis 1997 et jusqu'en 2005, le nombre d'emails envoyés s'est multiplié par 215. Troisièmement, il y a le passage de la Chine et de l'Inde d'économies statiques à des économies dynamiques et leur intégration si rapide dans les marchés mondiaux. Rien que par là, 1/3 de la population mondiale n'est plus seulement spectateur sur la scène mondiale, mais est acteur à part entière. Donc les perspectives ont changé. Nous, les vieux acteurs, nous disons « Ah, les choses sont plus complexes ». Mais les nouveaux acteurs, eux, disent « Ah, les chances sont plus nombreuses ». Et ce qui est vrai, c'est que le rapport de force mondial est totalement différent.
Alors, le côté positif, c'est que le potentiel économique de la Terre repose aujourd'hui sur davantage d'épaules qu'il y a encore 10 ans. Nous voyons cela au taux de croissance particulièrement élevé et durablement élevé de l'économie mondiale, ce qui est utile pour nous tous, aussi bien les pays industrialisés que les pays émergents, que les pays en développement. Et le côté défi. Les habitudes, les héritages, les droits acquis ne garantissent plus le succès. Les anciennes hiérarchies ont été aplanies. Le monde est aplani, comme l'a dit Thomas Friedman. Les ressources, les potentiels, le pouvoir peuvent changer du jour au lendemain. Hier encore, l'Institut Prognos suisse a publié une étude d'après laquelle la Chine, dans 2 ans, c'est-à-dire en 2009, aura dépassé les champions du monde des exportations au cours des dernières 50 années, c'est-à-dire l'Allemagne et les États-Unis. Et la Chine sera passée à la pointe. Mais ce défi n'est pas seulement celui des pays industrialisés traditionnels. Pour dire les choses franchement, ceux qui se voient les gagnants de demain ne doivent pas se faire trop d'illusions et ne pas être certains d'être aussi les gagnants d'après-demain. Un exemple. J'entends parler d'une entreprise de construction de machines, KTR Kupplungstechnik, donc une entreprise allemande, hautement spécialisée, ayant plus de 40 filiales dans le monde, des bureaux d'ingénieurs, des partenaires. Or, le client chinois de cette entreprise délocalise déjà la partie tissage de Chine au Botswana, parce qu'au Botswana, les salaires sont moins élevés. Ce qui vous montre que les mouvements sont gigantesques. Mais cela montre encore davantage. Si nous nous y prenons correctement, il y aura des avantages pour les 3 régions d'implantation, que ce soit pour les postes de travail, pour les exportations, les investissements, le transfert des connaissances ou les revenus fiscaux. Et pourtant, cet exemple, justement cet exemple, nous montre aussi l'envers de la médaille de la mondialisation. L'espoir des uns, en effet, c'est le souci et la crainte pour les autres. Nous, en tant que politiques, nous connaissons ces craintes. Et voilà pourquoi nous devons tout faire pour que la mondialisation, politiquement aussi, soit formée de manière correcte. Nous ne devons pas ignorer cet envers de la médaille, car aujourd'hui encore, les gens vont nous demander est-ce que cette mondialisation va être humaine? Et nous savons que dans les différentes économies, les conséquences sont très différentes. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de pays qui sont totalement en marge de la croissance. Et la concurrence mondiale renforce le pillage de la nature. La protection de la propriété intellectuelle s'érode et il est très clair que les remèdes traditionnels ne fonctionnent plus suffisamment et que nous n'avons pas les bonnes réponses encore à bien des questions. Donc gérer les suites de la mondialisation, c'est avant tout relever un défi de l'esprit et de l'intelligence. Et cela aussi et avant tout pour les Européens. En effet, depuis 200 ans, nous avions une vue eurocentrique du monde. Nous en avions l'habitude. Aujourd'hui, nous voyons que cette vue ancienne doit être abandonnée. Elle n'existe plus d'ailleurs. Et je reprends encore une fois cette image du thème de Davos. L'égalisation des forces aujourd'hui contient tant de variables, beaucoup plus qu'avant. Et cela désécurise nos continents, en tout cas notre continent européen. La tentation serait alors très forte pour l'Europe de se cantonner simplement à ce qui a déjà fait ses preuves et de se limiter à cela. Car nous savons qu'en 2011 encore, l'Union européenne produira encore 4 fois plus dans l'économie mondiale que la Chine. Alors, ne serait-on pas tenté de dire que la stratégie à adopter serait simplement d'utiliser au maximum ses propres forces, de s'assurer les ressources globales pour être bien chez soi et de construire des murs pour recouvrir nos faiblesses?
J'ai à cela une réponse claire et nette. La réponse est non. Je suis en effet convaincu que le processus de mondialisation est un processus de libéralisation. Car pour tous, il faut se souvenir du mot de Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs américains. Il a dit « Celui qui sacrifie la liberté pour gagner la sécurité perdra les deux. » Fin de citation. Plus de liberté pour une nouvelle sécurité. Voilà la ligne que nous devons suivre. Et c'est cette ligne que je pense suivre en tant que présidente du Conseil des ministres de l'Union européenne. C'est ainsi que nous comptons mener l'Europe vers le futur. Dans bien des domaines, par exemple dans le secteur énergétique ou dans le secteur des services, le marché européen n'a pas encore dit son dernier mot. Nous voulons et nous pouvons progresser et nous soutenons donc la Commission européenne dans son objectif ambitieux, c'est-à-dire de baisser de 25% la charge de la bureaucratie jusqu'en 2012. C'est d'ailleurs également un engagement dans nos différents pays et nous devrons suivre cet engagement. Je suis convaincue qu'en Europe, nous ne pourrons relever les défis que si nous mettons tout notre poids ensemble dans la balance. Lorsque la communauté européenne a été créée, 21% de la population mondiale était européenne. Aujourd'hui, elle n'est plus que de 11%. Et au milieu de ce siècle, les Européens ne constitueront plus que 7% de la population mondiale. Nous ne pouvons donc plus nous permettre de division et de fractionnement. Mais l'Europe ne peut plus agir selon les règles qui sont valables aujourd'hui. Et je suis donc parfaitement convaincue que le processus d'intégration de l'Europe a besoin d'une constitution qui se fonde sur les nouveaux défis et non pas sur les défis du passé. Et nous savons aussi qu'un élargissement ne pourra continuer que si nous nous débarrassons du statu quo. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant que président du Conseil européen, nous avons déclaré qu'il fallait donner un nouvel élan au processus de constitution et nous allons donc fixer et présenter au mois de juin un calendrier et un plan à cet effet. Nous savons qu'il y a eu des référendums en France et aux Pays-Bas qui ont été un échec. Et si nous voulons donc avancer, si nous voulons gagner, nous devrons convaincre tous les citoyens de l'Europe. Nous devrons donc souligner nos forces communes. Nous devrons leur rappeler à ces citoyens que pour chacun d'entre eux, cette Europe est meilleure, qu'elle est meilleure pour chacun d'entre eux. Le 25 mars 2007, nous allons célébrer le 50e anniversaire de la signature des traités de Rome à Berlin. Et nous aurons alors une occasion unique dans cette ville qui est un symbole de la guerre froide, un symbole de la division de l'Europe, dans cette ville de nous rappeler nos bases communes et nos buts communs. L'Europe ne peut avoir un succès que si elle peut travailler ensemble, mais pour le bien de ses citoyens, pour la stabilité et le bien-être. Et en tant que chancelière allemande, permettez-moi de le dire, je pense que, en tant qu'économie, la plus grande économie d'Europe, l'Allemagne porte une responsabilité particulière, car sans une Allemagne forte économiquement, l'Europe ne pourra prospérer que difficilement. Et voilà pourquoi, l'année dernière, nous avons fixé un objectif de faire de l'Allemagne à nouveau l'un des 3 pays qui sont à la pointe de la croissance, du taux d'emploi et de l'innovation. Et si nous considérons les dernières données économiques, nous pouvons dire que nous avons fait un pas en avant très important sur cette voie. Les entreprises allemandes peuvent maintenir et même renforcer leur place sur le marché mondial, malgré la concurrence croissante. Les coûts salariaux se développent à nouveau de manière plus avantageuse en Allemagne. Le chômage baisse, les emplois augmentent, la fiscalité des entreprises va se trouver au-dessous des 30% au début de l'année à venir et l'endettement de l'État est l'un des plus bas
est le plus bas, sans doute, depuis la réunification de l'Allemagne. Il en est de même du quota de l'État depuis 1990. Et je vous dis cela ici parce que je sais que qu'avec la responsabilité économique, la responsabilité également croît de faire participer les autres régions à la paix et au bien-être et de faire en sorte que les nouvelles générations, non pas seulement chez nous, mais dans le monde entier, puissent vraiment vivre de manière digne et valable sur cette planète. Car c'est là l'une des connaissances que nous avons dans notre temps. Notre monde, certes, se diversifie. Il y a des sociétés vieillissantes, il y a des sociétés très jeunes, il y a des pays dont la richesse se fonde sur les matières premières et d'autres pays dont la seule richesse est la formation et les idées de ses citoyens. Il y a des pays marqués par les divisions religieuses et politiques et il y a des pays qui sont épargnés par ces divisions. Mais les grands défis qui sont les défis communs du monde sont des défis qui nous concernent tous. Et c'est beaucoup plus clair aujourd'hui qu'autrefois. Assurer un commerce libre et juste dans le monde, assurer des marchés financiers stables, assurer une protection du terrorisme international, assurer des sources d'énergie durables et sûres, assurer que le changement climatique soit géré, assurer que l'on puisse gérer aussi la migration de la pauvreté. Voilà ce qui nous attend. Et l'Allemagne et l'Europe ne peuvent pas être nombrilistes. Il faut qu'ils regardent au-delà de leur centre, car c'est dans notre intérêt de relever les défis ensemble, les défis qui sont ceux du monde aussi. Mais je dirais les choses encore mieux en citant un proverbe africain. Si tu veux avancer vite, marche tout seul. Si tu veux aller loin, marche avec les autres. Je pense que nous devons avoir à cœur cette sagesse. Et je dirais également que c'est ainsi que l'Allemagne voit sa responsabilité, celle de l'Union européenne et dans le monde. Cela doit également, dans notre présidence de l'Union européenne et dans la présidence du G8, doit se manifester de manière claire. De nombreux thèmes ont un rôle important dans les deux organisations et cela nous donne la possibilité de lier les deux, puisque cette présidence tombe en même temps. Notre présidence du G8 sera placée intentionnellement sous le thème croissance et responsabilité. La croissance, en effet, demeure la condition préalable pour un grand nombre de pays, la condition préalable afin d'augmenter l'emploi, de relever le niveau de vie et d'atteindre une productivité plus élevée des ressources. Mais cette croissance doit se placer dans un contexte d'équité, ne peut pas être sous-tendue de pratiques inégales. Et c'est la raison pour laquelle une concurrence mondiale doit se dérouler, à mon avis, dans un cadre international. Et c'est ici que la politique a un rôle à jouer, car ce sont les milieux politiques qui doivent endosser la responsabilité de la création de ces conditions cadres. Et donc, nous avons décidé que lors de notre présidence du G8, nous allons ramener les thèmes, les sujets de l'économie mondiale au centre même de nos discussions. Nous voulons renforcer les possibilités des investissements mondiaux et ceci avec le respect sur un pied d'équité des investissements internationaux et internes. Nous voulons continuer les efforts entrepris au sein du G8 pour lutter contre les déséquilibres, par exemple par le biais des taux de change ou par exemple pour les approvisionnements pétroliers. Et nous voulons également minimaliser les risques systémiques des marchés des capitaux internationaux et augmenter ainsi même la transparence qui règne sur ces marchés. Et je vois surtout que pour les hedge funds, il y aura ici beaucoup de travail. Nous voulons utiliser l'innovation comme clé de la croissance et
également promouvoir la protection de la propriété intellectuelle sur le plan mondial. Et nous voulons encore donner de nouvelles impulsions aux mesures de protection du climat, d'une efficacité énergétique et de la sécurité de l'approvisionnement. Et si je cite tous ces points, c'est que je sais bien entendu que la tâche est énorme. Et par conséquent, il faut savoir très clairement que le G8 doit agir en groupe. Ce n'est que de cette façon-là que nous arriverons à inclure les pays émergents qui suivent une dynamique tout à fait particulière. Mais ces pays-là doivent également être intégrés dans cette responsabilité mondiale. Autrement, nous allons échouer. Et c'est la raison pour laquelle, lors du sommet du G8 à Heiligendamm, donc au mois de juin prochain en Allemagne, j'insisterai sur une nouvelle forme de dialogue avec les grands pays émergents, les pays du DRIC, le Brésil, la Chine, l'Inde, le Mexique et l'Afrique du Sud. Et le dialogue devra être lancé de cette façon et devra ensuite également être porté au sein d'autres organisations internationales. Car ce qu'il nous faut, c'est une démarche cohérente et commune au sein des différentes organisations internationales. Je suis convaincu également que la condition sine qua non d'une croissance mondiale, c'est l'ouverture des marchés. La Banque mondiale a constaté que dans les pays qui participent de façon très active à cette mondialisation, que dans ces pays-là, la croissance a augmenté, alors que dans les pays qui sont restés à l'écart, cette même croissance s'est réduite. Ceci s'applique aussi bien aux pays industriels qu'aux pays en développement. Il est par conséquent de l'intérêt de tous de continuer les négociations de Doha et de parvenir à une conclusion. J'espère que des entretiens importants pourront se dérouler ces prochains jours à ce propos. La réussite est possible. Cependant, les positions des États-Unis, les positions de l'Europe et les positions des pays émergents et des pays en développement devront encore se rapprocher. Mais tous devront être disposés à faire preuve d'une plus grande souplesse. La responsabilité de la réussite doit être portée par tous. Et le risque d'un échec, cependant, serait un coup très lourd à endosser. Et nous ne devons pas seulement nous concentrer sur la politique ou dans le domaine agricole. Également, lorsque nous parlons de biens industriels ou de services, nous devons faire des progrès. Et nous devons donc trouver cet équilibre. Or, nous disposons d'une fenêtre limitée, certes, pour progresser dans nos négociations et nous devrions utiliser cette fenêtre. Ensuite, il faut citer également d'autres mesures qui seront des compléments ou des mesures de renforcement de cette démarche multilatérale, telles que l'intensification des relations économiques transatlantiques. L'histoire nous a montré que c'est grâce à une bonne collaboration économique transatlantique que la croissance durable s'est installée par la suite. Nous l'avons déjà vu au XIXe siècle, lorsque des financiers européens ont participé à la construction du réseau ferroviaire américain, qui était déterminant dans le développement industriel de l'Amérique du Nord. Et nous tous nous souvenons de la situation inverse, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'économie européenne était anéantie. Ce sont les capitaux du plan Marshall qui sont arrivés en Europe, donc dans l'autre sens. Et c'est grâce au plan Marshall que l'Europe a pu se reconstruire et surtout mon pays. Les États-Unis continuent à être le partenaire le plus important de l'Union européenne. Et je pense que nous sommes également le partenaire d'investissement de choix. Le potentiel de notre collaboration n'a pas encore atteint ses limites. Je ne parle même pas des obstacles non tarifaires au commerce, tels que des normes techniques, des règles régissant les marchés financiers, de l'énergie, les questions de l'environnement. Et également la propriété intellectuelle. Les initiatives des instances régulatrices de part et d'autre de l'Atlantique engendrent des coûts de transactions totalement inutiles contre lesquels nous devons agir. Cela est possible.
Nous devrions viser des structures semblables à celles qui existent au sein du marché unique. Et nous voulons donc revenir sur ces questions lors du sommet États-Unis-Europe lors du 30 avril à Washington. J'aimerais dire également une telle démarche peut être fatale si elle devait s'opposer à d'autres, ou si vous voulez, je reprends et j'utilise d'autres termes. Une telle démarche ne va à l'encontre de personne. Tous les pays qui ont des relations avec l'Europe et les États-Unis peuvent bénéficier d'une meilleure intégration économique. Chacun des pays qui partagent la promotion du commerce et des investissements, eh bien, je les invite à participer à cette initiative. Mesdames et messieurs, il devient clair qu'en Europe, mais peut-être beaucoup plus que la seule Europe est concernée ici. Nous devons tous voir plus loin que le bout de notre nez, car autrement, ce façonnage de la mondialisation nous restera inaccessible. Et c'est la raison pour laquelle, sous la présidence allemande du G8, nous allons également poser la question de l'Afrique. Comment est-ce que nous pouvons mieux intégrer l'Afrique au commerce mondial? Nous souhaitons augmenter les investissements dans le continent africain, ceci afin que la croissance et l'emploi puissent s'y développer. Nous pouvons constater qu'au cours des 5 dernières années, il y a une croissance économique de 4% en moyenne dans les pays subsahariens de l'Afrique. Et ceci grâce à l'intégration de ces pays dans le tissu économique mondial. Et contrairement à certains gros titres de la presse européenne, nous pouvons constater qu'en Afrique, chaque fois qu'il y a plus de croissance économique, il y a davantage de mesures démocratiques, donc des gouvernements démocratiques, moins il y a de conflits. Et ce qu'il nous faut pour cela, c'est surtout une gestion responsable des ressources, ainsi que le développement des compétences africaines autonomes pour la gestion des conflits et la consolidation de la paix. Ce qui ne facilite pas l'investissement privé, mais pas seulement l'investissement privé, mais cela renforce également les États africains qui deviennent à ce moment-là des véritables partenaires chaque fois que nous discutons de l'accès aux matières premières en Afrique. Car nous devons éviter à tout prix de voir l'Afrique redevenir l'enjeu de puissance étrangère à propos des sources des matières premières, et ceci au cours du XXIe siècle. Le président de l'Allemagne disait à un moment donné que l'humanité de notre monde sera déterminé par le destin de l'Afrique. Et je pense qu'il avait raison. Nous savons que le sida reste l'un des très grands défis de notre époque. Et ceci pas exclusivement en Afrique, mais surtout en Afrique. 40 millions de personnes sont touchées par le VIH. 70% de cette population vit en Afrique subsaharienne. Et l'on estime que dans les 20 années à venir, un tiers de la population active va mourir des suites du sida. Les États du G8 ont lancé un certain nombre d'initiatives par le passé. Avant tout, le Fonds mondial pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Mais cela n'est pas suffisant. Au mois de septembre de cette année, une conférence sera organisée en Allemagne qui discutera des activités de ce fonds, qui va les apprécier et les relancer également. Et sous la présidence allemande, nous voulons surtout mettre l'accent sur les conséquences du sida chez les femmes et chez les enfants. Bien, mesdames et messieurs, de tels défis mondiaux peuvent être relevés lorsque une bonne coopération existe sur le plan mondial, une coopération internationale. Et je pense que les plus grands défis qui se posent encore par ailleurs, c'est certainement le changement climatique et l'approvisionnement énergétique. Et ce sont ces dernières semaines qui nous ont montré que l'approvisionnement énergétique
dépend bien entendu de la sécurité de l'approvisionnement et dépend par conséquent des conditions cadres politiques. Et j'en ai discuté pas plus tard que dimanche dernier avec le président russe, Poutine, et nous avons conclu que la communication doit absolument être améliorée en cas de difficultés et de complications. J'ajouterai qu'elle peut l'être. Et l'Union européenne, certes, nous sommes engagés dans ce sens par le biais de règlements des marchés et des marchés d'énergie surtout. Et ce que nous savons également, c'est que si l'Europe souhaite réduire sa dépendance sur ce plan et souhaite assurer son approvisionnement énergétique, eh bien à ce moment-là, nous devons également augmenter la recherche dans les ressources énergétiques des alternatives. Nous voulons absolument qu'il y ait un marché pour l'énergie, pour le gaz et l'électricité, et chaque client doit pouvoir choisir librement son fournisseur. Et nous voulons également placer l'accent sur ces questions-là lorsque nous discuterons de la Convention sur le climat à partir de 2012. Voilà, je pense que cela est important. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler qu'il y a 30 ans, un rapport a fait sensation. Il s'agissait du rapport du Club de Rome en 1972, intitulé Les limites de la croissance. Et à l'époque, on mettait en garde devant notre gestion des ressources naturelles. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés au changement climatique bien réel. Et si l'on ajoute en plus un exemple pratique, on recherche un exemple pratique de ces recherches scientifiques, il suffit de lire le rapport Stern qui en cite plusieurs. Alors notre conclusion d'aujourd'hui n'est bien entendu pas la même qu'à l'époque, puisque les enfants qui naissent aujourd'hui ne vont probablement plus voir les glaciers tels que nous pouvons les voir aujourd'hui. Chez moi, en Allemagne, je me demande s'il y aura encore des chênes tels que nous les connaissons aujourd'hui, alors qu'en Espagne, au Portugal, il y a beaucoup de sécheresse, une certaine désertification même, et lorsque l'on se rend sur le continent africain, on se rend compte très vite que les mouvements migratoires sont également déclenchés par ces conditions climatiques défavorables. Mais, comme je le disais, notre conclusion d'aujourd'hui n'est pas celle de l'époque en 72, donc la publication du rapport de Rome, puisque aujourd'hui nous ne pouvons plus invoquer la croissance zéro. Nous devons avoir recours à une amélioration de l'invention de notre créativité en matière de technologie concernant notre environnement. Car si nous en restons à la croissance zéro, cela voudrait dire que nous restons au statu quo, ce qui est totalement inadmissible. Or, nous savons aujourd'hui que les valeurs préconisées dans les années 70, donc les décisions ou les recommandations formulées à l'époque pour l'économie et l'écologie, et à l'époque, on ne voyait pas l'interdépendance des deux. Il est vrai que ces deux facteurs doivent être façonnés de façon intelligente, et ceci dans l'intérêt de l'humanité. Et nous avons pu, par le biais de la crise pétrolière, nous avons pu lier justement les préoccupations de la croissance économique, de l'utilisation des ressources et de la protection de l'environnement. Et l'Europe doit donc miser sur les énergies renouvelables et la protection de l'environnement. Depuis 1990, la productivité énergétique dans les pays de l'Union européenne a augmenté de 19%. C'est loin d'être suffisant. Mais je les signale quand même, car ceci nous montre que nous pouvons faire mieux. Et c'est la raison également pour laquelle je salue la proposition de la Commission qui vise une réduction de 30% d'ici 2020. C'est une proposition que nous allons faire pendant les négociations, mais nous attendons en échange que d'autres pollueurs
prennent des engagements semblables. En d'autres termes, cela nous donnera une certaine sécurité pour la planification, surtout pour les propres émissions, pour les investissements dans les technologies faibles en émissions polluantes et pour les stratégies énergétiques en Europe. Donc, nous sommes obligés de changer les cap et nous allons le faire. Alors j'entends même que les États-Unis sont une cause d'un peu plus d'espoir sur ce plan également. Nous constatons maintenant que des nouvelles technologies sont réclamées. Et si le président américain disait hier que dans les 10 années à venir, la consommation de l'essence devait être abaissée de 20%, eh bien c'est déjà un but tout à fait louable. Mais qui s'impose également, je le répète. Par ailleurs, nous savons également que ce ne sont pas les seuls milieux politiques qui peuvent empêcher les changements climatiques. Nous avons besoin d'un régime climatique qui intègre tous les auteurs de gaz à effet de serre. Il faut savoir que l'Union européenne participe à hauteur de 15% à ces émissions. Il est évident que cette part va être réduite puisque nous en donnons la responsabilité globale et mondiale. Je me réjouis également de constater que l'économie prend certaines initiatives, par exemple la fameuse initiative des 3C en faveur de la protection du climat suite à la démarche du professeur Lars Josefsson, directeur de Vattenfall. Et je constate qu'un certain nombre d'entreprises commencent à s'y intéresser et je les invite à suivre cette même démarche. Mesdames et messieurs, ne nous leurrons pas. La mondialisation est un terme qui fait peur à beaucoup de personnes. Cependant, je suis convaincu que les caractéristiques même de cette mondialisation offrent beaucoup plus de chances au monde contemporain qu'elle n'offre de risques. D'une part, les chances de déboucher sur davantage de paix et de liberté pour l'humanité. Or, afin que ces forces positives de la mondialisation puissent jouer pour l'ensemble de l'humanité, nous devons créer un nouvel équilibre des forces. Et ceci sur le plan du commerce mondial, de l'utilisation des ressources, de la formation, dans notre lutte contre le sida et dans les finances publiques. Ou en d'autres termes, ce qu'il nous faut, c'est une économie mondiale qui s'auto-impose des règles d'un cadre très strict. Donc il n'est pas vrai que la mondialisation rend les États superflus ou impuissants. La réussite enregistrée suite aux mesures de l'économie sociale de marché que nous avons lancées en Allemagne est le meilleur exemple pour le démontrer. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'avec des conditions cadres appropriées, des conditions cadres changées, transformées, des conditions cadres équitables, nous pouvons ainsi façonner la mondialisation. Et c'est à cela que s'attache mon pays, l'Allemagne, la République fédérale allemande, avec notre responsabilité au moment de la présidence de la Commission et du G8. Nous voulons contribuer de cette façon-là. Et j'espère pouvoir compter sur un grand nombre d'amis. Merci de votre attention.